Aujourd'hui, on s'intéresse au département de la Seine-Saint-Denis, un département dans lequel droite et gauche partent en ordre dispersé. C'est un reportage de Cécile Sixou. La rose a perdu ses couleurs. Ce jour-là, au siège de la Fédération de Seine-Saint-Denis, le sénateur PS sortant Gilbert Roger s'occupe des derniers détails. Voilà. Pourtant, il le sait déjà, sa liste ne fera pas aussi bien qu'en 2011. Les socialistes et les écologistes ont perdu un nombre important de villes, donc de grands électeurs. Et dans nos calculs, on ne pourra pas renouveler l'élection de 3 parlementaires. Nous visons le fait de faire entrer 2 sénateurs au scrutin du 24. Cette place perdue par la gauche, le sénateur LR Philippe Dallier compte bien la récupérer. Ce jour-là, dans la mairie de Livry-Gargan, un fief de la droite, il vient convaincre. Qu'est-ce que sera la majorité sénatoriale au lendemain du 24 septembre ? Car le dépôt, à la dernière minute, d'une liste dissidente portée par Éric Raoult l'inquiète. Le risque, effectivement, s'il y avait éparpillement des voix, ça serait que nous retrouvions 4 sénateurs de gauche. Et ça, j'espère effectivement l'éviter, parce qu'il faut conforter cette majorité sénatoriale. Autre incertitude, l'adhésion de certains grands électeurs à La République En Marche. Une dispersion de l'électorat dont pourrait aussi pâtir le sénateur UDI sortant Vincent Capo-Canella. Lui s'abstient de faire des prévisions, car son siège est en jeu. Il mise surtout sur son expérience pour séduire les élus locaux. Moi, dans cette campagne, je déroule mon programme, j'explique ce que j'étais amené à faire, mais je ne parle pas forcément des autres concurrents. Donc chacun est candidat. Voilà, je suis ancré dans ce département. J'ai l'habitude de travailler avec l'ensemble des élus. C'est sur ça que je me concentre, pas sur le reste. Salut. Salut. Ça va? Celui que tous redoutent, c'est lui, Patrick Toulmé. Le candidat LREM est président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis et proche du président de la République. En 2016, Emmanuel Macron avait choisi son centre de formation pour annoncer sa candidature. Bien implanté dans le département, il compte sur son réseau pour créer la surprise. J'ai beaucoup de gens qui me rejoignent, qui sont encartés aujourd'hui LR, qui sont encartés UDI. Et c'est logique. Et ils savent le travail que je faisais. Et j'en ai certains d'ailleurs qui m'ont dit, moi je ne viens pas épouser le parti LR, je sais le boulot que vous faites sur le département et vous m'intéressez pour ça. Parce qu'ils savent que depuis 15 ans, je m'occupe des jeunes, je m'occupe des chômeurs, je fais du concret. Elle aussi compte bien profiter des divisions. La sénatrice sortante, Éliane Assassi, est ce jour-là dans un fief communiste, la mairie d'Aubervilliers, pour présenter ses colistiers. Une équipe rajeunie grâce à laquelle elle espère décrocher un second siège. Suite aux élections législatives et présidentielles, le Parti socialiste n'est pas en grande forme. La République En Marche ne l'est pas plus. La droite non plus. En fait, nous sommes la seule force politique à être bien dans sa tête et bien campée sur ses jambes. Voilà. Et ça, c'est un atout aussi. Nous ne sommes pas divisés. Enfin, dans ce département, la candidature d'Anina Chouchou, poussée par les associations locales, et la sénatrice sortante Aline Archimbaud. Cette avocate rom de 27 ans a vécu dans des bidonvilles. Elle s'engage pour défendre les plus démunis. J'ai décidé de lancer cette candidature au Sénat et cette liste indépendante Notre Avenir au sénatorial parce que j'ai été poussée en fait par les gens avec qui je travaille, les militants, les gens qui souffrent au quotidien et qui ont vu dans cette candidature, dans le fait de pouvoir être représentée, une personne qui pourrait porter leur voix, qui pourrait porter leur combat. Et c'est en réalité cette énergie et cet enthousiasme qui m'a décidé à y aller. Au total, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 10 listes ont été déposées. Cécile Sixou nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Cécile, alors vous revenez de Seine-Saint-Denis, on vient de voir votre reportage. 10 listes pour 6 sièges en Seine-Saint-Denis, c'est rare. Est-ce que l'arrivée d'En Marche a déboussolé les partis traditionnels? Oui Delphine, on s'attendait au dépôt de 8 listes maximum en Seine-Saint-Denis. Et le jour du dépôt des candidatures, surprise, à gauche et à droite, il y avait 2 listes dissidentes. C'est un petit peu symptomatique de ces élections sénatoriales où dans toutes les circonscriptions, on voit fleurir des listes
dissidentes. Ouais. Alors, quelles sont ces listes, Cécile? Alors, à droite, j'en ai parlé dans le reportage, il y a une liste déposée par Éric Raoult. Cet ancien ministre de Jacques Chirac a longtemps été l'homme fort de la Seine-Saint-Denis à droite, mais ces dernières années, il a fait une véritable descente aux enfers et il a tout perdu, ses mandats et ses fonctions. Donc, il fait un petit peu son comeback et du coup, même s'il n'a pas beaucoup de chance, il inquiète le sénateur investi par les Républicains, Philippe Dallier. Ouais. Et à gauche, Cécile? Alors, à gauche aussi, il y a une liste dissidente qui a surpris tout le monde. Elle est conduite par une proche de Benoît Hamon, Aïssata Seck. Elle est adjointe à Bondy et elle revendique, elle, le renouvellement. Ça traduit une chose, la primaire du Parti socialiste entre Hamon et Valls a laissé des traces. Et Gilbert Roger, lui, le sénateur sortant, donc le sénateur investi par le Parti socialiste, craint pour sa part un éparpillement des voix de gauche. Et il pensait vraiment avoir 2 sièges sûrs, mais là, il ne pourrait en avoir plus qu'un seul. Franck Laval, bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble des 4 mesures principales du plan climat dévoilées aujourd'hui par Nicolas Hulot. On vient d'en entendre parler, la prime à la casse, le chèque énergie, le crédit d'impôt transformé en prime pour la transition énergétique et puis ce coup de pouce donné pour changer de chaudière. Est-ce que vous vous dites enfin des mesures concrètes après les objectifs dévoilés cet été au mois de juillet ? Alors, ce sont effectivement des mesures concrètes, mais qui ne vont pas dans le sens de la lutte contre la pollution de l'air. Vous êtes déçu ? Non, je ne suis pas déçu. Ce sont des mesures qui sont bonnes pour le climat, d'une manière générale, mais enfin, c'est pas ces mesures-là qui vont changer malheureusement la donne du climat. À court terme aujourd'hui, concernant la question environnementale, on a un problème de santé publique, on a un problème de pollution, on a des gens qui meurent, 48 000 personnes meurent de la pollution chaque année, la pollution atmosphérique, et on voit bien dans toutes les mesures, si on veut les détailler un tout petit peu, notamment en parlant du diesel, qu'on ne s'attaque pas au dur, c'est le diesel, on s'attaque plutôt aux questions climat et pas à la santé des Français. Donc la santé des Français, pour nous, c'est lié à la question climatique, là c'est vraiment axé sur les questions climat. Donc quel est le problème pour vous donc dans cette nouvelle prime à la casse ? La prime à la casse, c'est une prime à acheter une nouvelle voiture. Donc non, moi j'aimerais mieux des primes pour prendre le train. Qui ne fait pas la différence entre la voiture à essence et la voiture diesel. Oui, alors il y a une petite différentielle sur le nombre d'années entre la voiture diesel et la voiture essence, mais enfin c'est peanuts. Ce sont des voitures quand même. L'essence d'avant 1997 voilà. Et diesel d'avant 2001. Voilà, il y en a presque plus et dans les villes il y en a pratiquement plus. Donc ça c'est une mesure de toute façon qui sera obligatoire puisqu'il y a certaines villes comme Paris qui n'acceptent déjà plus les véhicules anciens. Donc ça touche pas beaucoup. Non, je pense que c'est une prime malheureusement à l'encouragement à racheter encore des véhicules. Alors il y a une petite ambiguïté, on adore Nicolas Hulot, mais il a dit qu'on allait sortir du véhicule essence dans 20 ans, et là il donne une prime pour des gens... Essence et diesel d'ici 2040, il avait parlé de la disparition... 23 ans, mais en même temps il donne une prime pour qu'on achète encore des voitures. Donc, est-ce que c'est une prime pour les constructeurs ? Non. Moi, une vraie prime, c'est une prime pour qu'on sorte de la voiture, tant est qu'on puisse le faire dans certaines zones, évidemment, zones urbaines. Une prime, par exemple, pour prendre le train, qui est beaucoup trop cher. Une prime pour les ménages les plus défavorisés, pour qu'ils puissent prendre certains transports en vacances, etc. Enfin, il y a tout un tas d'idées qui ne favorisent pas seulement et je ne vais pas citer de marques, des marques françaises qui fabriquent beaucoup de diesel. Donc et puis alors il y a le malus, peut-être on en parlera. Vous pensez qu'il y a un double discours chez Nicolas Hulot entre cet objectif de ne plus avoir de véhicules ni diesel ni essence en 2040 et cette prime à la casse qui effectivement est là pour que l'on rachète des véhicules ? C'est un double discours. Je pense qu'il y a toujours cette envie du long terme, comme il dit lui-même, d'arriver à un objectif qui est louable, évidemment, et qui de toute façon se fera avec ou sans Nicolas Hulot, ou avec ou sans par la force des choses, on va dire. Et un problème spécifique, aujourd'hui, on a un gros problème de pollution de l'air lié aux particules fines, et en France, spécifiquement en France, parce qu'on est un gros parc diesel. Pour vous, c'est le parc diesel qui est à l'origine des problèmes de pollution de l'air. Ce n'est pas le parc automobile vieillissant Alors, si, le parc automobile vieillissant, évidemment. Mais vous savez, les véhicules de 1997, par exemple, quand ils sont sortis en 1997, je faisais déjà des émissions de plateau de télé et on me disait « Enfin, nous avons des véhicules propres ». Donc, je pense que dans 20 ans, on nous dira « Ah, mais il faut absolument sortir des véhicules qui se sont vendus en 2017 ». Donc, non, le vrai véhicule, c'est celui qui ne pollue pas, c'est celui qui est
qui est plutôt transformé en transport en commun ou des choses comme ça. Donc on n'est pas sur là, on n'est vraiment pas sur une lutte contre la pollution de l'air. Qu'est-ce que vous auriez attendu des véritables annonces en matière de fiscalité écologique, par exemple? La fiscalité écologique, c'est l'arme principale. La fiscalité écologique, c'est là que tout se passe. Si on veut changer les choses, c'est par ce biais-là. Donc le biais est important. Mais je prends cet exemple du malus. On a un malus qui va servir, un malus écologique sur les voitures, qui va servir à financer, c'est ce que dit le ministre en tout cas, qui va servir à financer évidemment ces primes à la casse, parce qu'il faut bien les financer, puisqu'on est déjà endetté. Ce malus ne concerne pas les diesels. Ce malus ne va pas concerner le diesel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des véhicules, des gros véhicules, pas trop vieux, parce que sinon ils seront primes à la casse, et qui seront diesel, et qui rentrent encore dans la production de particules fines, qui impactent sur la santé des gens et sur l'économie. N'oublions pas, nous sommes au Sénat. Le Sénat a produit, il y a 3 ans, un rapport économique sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, on se le rappelle. 100 milliards. Donc, s'il y a des économies à faire, au lieu de distribuer des petites primes, c'est peut-être de s'attaquer à la pollution de l'air qui coûte 100 milliards d'euros, dixit le Sénat. Ce pas les écologistes qui le racontent comme d'habitude. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire. Donc je trouve qu'il n'y a pas de lien suffisamment fort entre cette grande question de la pollution de l'air. Et puis bon, il y a alors c'est pas dans les annonces, mais ça a été dit dans les interviews, toujours cette idée qu'on va repousser éternellement cet alignement de la fiscalité diesel-essence, qui est le signal pour que les gens commencent à acheter moins de diesel en France, cette égalité de la fiscalité. Vous le disiez, vous aimez bien Nicolas Hulot, bien sûr, pour son combat en faveur de l'environnement. Est-ce que vous croyez dans le ministre Nicolas Hulot ? Oui, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Mais justement, est-ce que ce n'est pas là la question ? Est-ce que vous pensez qu'il aura le poids suffisant pour avoir des arbitrages en sa faveur dans ce gouvernement ? Écoutez, on est à un tel niveau de dégradation de l'environnement, pour faire simple, qu'il faut faire son travail partout où on l'est. Il est ministre, il va faire ce qu'il peut. Nous, les associations, avec nos petits moyens, on fait ce qu'on peut, relayé par la presse, heureusement. Les scientifiques aussi produisent. Chacun à son niveau doit faire. Je ne vais surtout pas blâmer Nicolas Hulot, mais il faut dire que là, ils ont raté quand même quelque chose. Je dis parce que c'est quand même le gouvernement qui annonce ces mesures. Est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il va avoir vraiment des difficultés à faire son travail ? On pense par exemple aux annonces d'Emmanuel Macron qui dit vouloir réduire les exigences en matière de normes environnementales et sociales pour construire plus de logements neufs. Ça va complètement à l'encontre de toutes les mesures en faveur de l'environnement. Oui, ça va, mais c'est plus que ça. Ça va à l'encontre de la parole des assemblées. N'oublions pas que la loi Grenelle 1, la loi Grenelle, a été votée à l'unanimité des parlementaires, donc gauche et droite. C'est quelque chose qui est très cher à En Marche et à Emmanuel Macron. Tout le monde avait été, tout le Parlement avait été d'accord pour voter cette loi. Et dans cette loi, la question du bâtiment et la performance énergétique des bâtiments était au centre. Donc ça, c'est une contradiction avec ce qui est de plus important. L'unanimité dans un Parlement, ça arrive si peu. Donc là, c'est vraiment un retour. Ça serait un retour. On va voir les annonces sur le bâtiment. Ça serait un énorme retour en arrière. Ça serait totalement stupide parce que les entreprises s'y sont mis. Les entreprises travaillent dans ce sens. On va dire que les entreprises sont peut-être plus en avance souvent que les décideurs politiques. Ça serait vraiment le comble. Alors on va essayer de parler un petit peu des autres mesures de ce plan climat. Parmi les autres mesures importantes, il y a le chèque énergie qui a été expérimenté dans 4 départements et qui va être généralisé à 4 millions de ménages aux revenus très bas et ça va les aider à payer leur facture d'énergie. Est-ce que là, pour le coup, est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? C'est une très bonne chose, mais comme le disait notre collègue du réseau Action Climat, c'est vrai, alors on va pas dire que c'est toujours peu, mais c'est vrai que ça va pas être la déflagration. Ça révolutionne pas. Non, c'est pas la révolution, mais c'est un bon début. C'est un bon début. Et alors, je dirais qu'il c'est un symbole malgré tout assez fort. C'est-à-dire que la question, ça peut faire comprendre aux classes défavorisées, aux ménages les plus en difficulté, que l'écologie, en réalité, c'est pas un truc de bobo et de riches, c'est justement, et ça c'est le discours de Nicolas Hulot, et là-dessus on est d'accord avec lui, c'est justement les plus précaires qui souffrent de la question environnementale. Justement, donc c'est une bonne mesure, plutôt dans le symbole. Mais on a vu que justement, pendant l'expérimentation, il y avait eu quelques difficultés. Certains prenaient le chèque pour de la publicité, le mettaient directement à la poubelle. Et puis, il y a ce que vous dites, les sommes qui sont quand même jugées très insuffisantes. Et là, le barème serait de 48 à 227 euros par an. Ça reste tout de même peu. On est effectivement au niveau du symbole. 48 euros, pas grand-chose, effectivement.
Donc c'est seulement pour le symbole que ça compte, ça va dans le bon sens malgré tout. On va dire que c'est un symbole qui donne un signal à la population comme quoi l'écologie, c'est pas juste favoriser que certains milieux. Donc sur ce côté-là, je trouve que c'est un effet pédagogique, on va dire. Autre mesure intéressante, le coup de pouce donné pour changer les chaudières jusqu'à 3 000 € pour le coup pour les ménages les plus modestes. Alors ça c'est concret. Ça c'est une vraie somme. C'est une vraie somme. Alors vous allez dire que les écolos râlent tout le temps, mais je vais quand même y mettre quelque chose. On n'a pas vu tous les détails, hein, évidemment. Nous, on s'est battu contre alors quelque chose qui est absolument impopulaire, on s'est battu contre les feux de cheminée. Mais on ne s'est pas battu contre les feux de cheminée parce qu'on n'aime pas les feux de cheminée. C'est parce que les feux de cheminée, Dixit, Air Paris, Dixit, tout un tas d'organismes, produisent des particules fines en quantité importante. Notamment dans la vallée de Chamonix où c'est 50% de la pollution. Hein. Bon. Et là, il y a quelque chose à faire. On aurait pu, au lieu de partir dans tous les sens, cibler uniquement les gens qui se chauffent, parce que les gens précaires se chauffent peut-être souvent qu'avec des cheminées sans foyer. Hein. Vous savez, des cheminées qui récupèrent pas justement les particules. Sans insert, je cherchais le mot. Là, on aurait pu cibler et c'était plus direct et ça avait d'impact dans 3-4 régions de façon plus... Bon, voilà, petite critique là-dessus. On pouvait faire un petit peu mieux, donc. Plus ciblé. Un mot peut-être sur le contexte dans lequel s'inscrit toute cette action, le plan climat. On sait qu'on est dans un contexte écologique mondial très compliqué depuis l'élection de Donald Trump et depuis son retrait, bien sûr, des accords de Paris. Oui, alors si Donald Trump réouvre certaines productions de charbon, je crois des montagnes Appalaches qui ont été plus ou moins fermées par Obama, les mesures dont on vient de parler, c'est triste à dire, mais c'est rien. Mini goutte d'eau, c'est ça. Donc effectivement, la bataille, elle est plutôt la bataille est sur le charbon, hein, dans le monde. La vraie pollution dans le monde et la pollution, alors directe, impact direct sur la santé, mais aussi impact direct sur le climat, c'est vraiment le charbon. Le charbon, c'est 20-30 fois la pollution atmosphérique produite par certains véhicules. Donc vous voyez, si on veut hiérarchiser les choses, mais on peut faire déjà chez nous ce qu'on a à faire par rapport au diesel. Pour conclure, vous voyez quoi? Vous voyez plutôt le verre à moitié plein ou un quart plein, ou est-ce que vous voyez le verre à moitié vide dans toute cette action? Un quart plein, ça me plaît. Comme ça, je ne parle pas de verre 3 quarts vide. On va s'intéresser aujourd'hui à la polémique sur le Levothyrox. La nouvelle formule de ce médicament pour la thyroïde est soupçonnée d'occasionner des effets secondaires. L'agence du médicament et le ministère de la Santé sont pointés du doigt par les patients. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre le laboratoire Merck a également été déposée. Alors on va en parler avec mes invités. Les explications de Flora Sauvage. La course contre la montre est lancée. Depuis l'annonce de la remise sur le marché de l'ancienne formule du Levothyrox d'ici à la fin du mois, l'agence du médicament doit convaincre les laboratoires européens qui fabriquent le Levothyrox d'en exporter en France. Prescrit aux malades de la thyroïde, près de 3 millions de Français consomment ce médicament quotidiennement. Fatigue, palpitations, troubles oculaires ou troubles du sommeil. Depuis que le laboratoire Merck a changé la composition du Levothyrox, les effets secondaires se multiplient. La ministre de la Santé a annoncé la remise sur le marché de l'ancienne formule, mais elle refuse de parler de scandale sanitaire. Pour dire scandale, il faudrait qu'il y ait une fraude ou une faute. Là, il s'agissait d'une procédure normale d'amélioration de la stabilité d'un médicament. Ensuite, les patients ont ressenti beaucoup d'effets secondaires, n'ont pas été informés comme ils le devaient. Donc la question est plutôt celle de la façon dont s'est mis en œuvre ce changement de formulation. C'est en cela que je considère que ce n'est pas un scandale sanitaire. Biogarant, filiale du groupe pharmaceutique Servier, sera capable de remettre sur le marché son ancien générique du Levothyrox d'ici 2 mois et demi, sous réserve du feu vert de l'agence du médicament. Mais les malades hésitent entre inquiétude et méfiance. Maintenant, il faut être sûr que l'ancienne formule qu'ils vont nous mettre sous forme de générique sera exactement égale à la formule de l'ancien Levothyrox. Pour faire entendre leur voix et demander réparation, un collectif d'avocats toulousains a lancé une action de groupe. On
On va tout de suite ouvrir le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Michel Rivasi, bonjour, vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Violaine Guérin est également sur ce plateau. Bonjour docteur, vous êtes médecin endocrinologue. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question du lévothyrox. On va en parler dans un instant. André Sicotch est là, vous êtes toxicologue, spécialiste de l'évaluation des risques sanitaires, président de l'association Réseau Environnement Santé. Merci d'être avec nous. Et maître Bernard Faux, bonjour, vous êtes avocat spécialisé dans les affaires de santé publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question pour vous, Michel Rivasi, puisqu'on a entendu la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dire il n'y a pas de fraude. Donc on ne peut pas parler ni de scandale sanitaire, ni de crise. Est-ce que vous êtes d'accord ? D'abord, elle a dit c'est une crise d'information, mais pas une crise sanitaire. Ils ont mis du temps quand même pour réagir, puisque le nouveau médicament a été mis sur le marché en mars 2017. Moi-même, en mai, j'avais déjà des victimes qui m'informaient qu'ils ne supportaient pas ce médicament. J'avais même alerté l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et c'est au mois d'août qu'ils commencent à mettre un téléphone vert en quelque sorte, et en disant, bon, c'est une phase de transition. Mais il y avait énormément de gens qui étaient complètement handicapés, qui avaient des maux de tête, qui avaient des problèmes, si vous voulez, articulaires, qui avaient des problèmes cardiaques, qui avaient des malaises. C'est incroyable. Et j'avais vu la ministre et je lui avais dit, mais enfin, il faut faire quelque chose. Parce que ce nouveau médicament qui a été mis sur le marché, alors j'ai même téléphoné à l'Agence nationale de sécurité des médicaments, j'ai M. Martin, qui me dit, mais c'est une phase transitoire. Mais j'ai dit, la phase transitoire, vous êtes dans le déni de la souffrance des gens. Et l'association, et vous savez qu'on a gagné, c'est une victoire quand même de la mobilisation citoyenne. Vous voyez, de toute l'association française des malades de la thyroïde, on a fait une conférence de presse vendredi, j'avais réuni d'ailleurs, il y avait mon collègue s'est collé là avec moi, ainsi que des médecins, pour dire mais qu'il y ait le choix. Parce que la France, d'abord, c'est le seul pays européen où il y a autant d'effets secondaires, parce qu'on a changé la formule, vous voyez, en changeant d'excipient. Ça se passe nulle part ailleurs. Deuxièmement, il y a eu un déficit d'évaluation. Parce qu'on a fait une étude, ce qu'on appelle la bioéquivalence, mais pas suffisante pour anticiper les effets secondaires. Et troisièmement, il y avait un monopole de Merck sur ce médicament, lévothyrox. Donc, s'ils changeaient la formule, eh bien, les patients n'avaient pas le choix. Donc, victoire. Merci, Madame Buzyn, d'avoir enfin accepté... Vous avez dit déjà beaucoup de choses. On va essayer quand même de revenir. La demande des associations des malades de la thyroïde. Violaine Guérin, est-ce qu'on peut être sûr que tous ces effets secondaires sont liés justement à cette nouvelle formule du lévothyrox ? Je suis très choquée de ce que j'entends. Je suis désolée, hein, Madame la députée européenne. Je suis choquée parce que si on a changé de molécule, c'est parce qu'il y avait des problèmes avec l'ancienne molécule aussi. Et ça, personne ne le dit. Donc aujourd'hui, on attend des patients qui ont peut-être des problèmes avec la nouvelle molécule, mais on n'interroge pas les patients qui avaient des problèmes avec l'ancienne molécule. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, on est dans des déclarations d'événements indésirables qui concernent à peu près 9000 personnes, tout en sachant qu'il y a la panique, donc il y a des surdéclarations. Ce qui fait que sur 3 millions de patients, on est sur un taux d'événements indésirables de 0,3%. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les études cliniques, quels que soient les médicaments, il y a toujours des événements indésirables, même quand on est avec un groupe placebo, puisque dans les études cliniques, les groupes placebo, on a en moyenne entre 3 et 10%. Donc ces proportions entre 3 et 10%. D'accord. Donc tous ces malades, c'est des faux malades. Mais absolument ça, pas, madame. Non, Madame la députée, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. D'accord. Je remets juste un cadre. D'accord. Et il est très important toujours d'écouter les patients. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'on est sur un médicament très particulier parce qu'on est dans une hormonothérapie. Et l'hormonothérapie, avec une hormone naturelle qui se promène dans notre corps, en général, on prend de la T4, là en l'occurrence la lévothyroxine, elle circule dans notre corps et elle ne fait jamais de mal à personne, sauf si on a des anomalies de dosage, si on est en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie. Sachez que des gens qui sont venus me consulter, pour beaucoup, ont eu des déséquilibres en termes d'efficacité, mais pas en termes de tolérance. Parce que quand on évalue une molécule, il y a ces deux facettes, l'efficacité et la tolérance. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir beaucoup se pencher sur est-ce que la nouvelle molécule entraîne des déséquilibres en termes d'efficacité, en termes de tolérance aussi, on va l'étudier, mais il faut quand même rappeler que les deux excipients nouveaux qui sont là, l'acide citrique et le mannitol, vous les trouvez dans l'alimentation, ou dans des chewing-gums, etc. Mais l'alimentation, c'est pas ce qui est important,
il y a beaucoup de gens qui prennent la parole sur ce sujet, qui ne sont pas médecins, qui ne connaissent pas non plus ce qu'est une hyperthyroïdie, une hypothyroïdie, pourquoi on utilise tel ou tel médicament. Et donc, c'est important de connaître la pharmacocinétique, c'est important de travailler sur plein d'éléments. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire attention à tout l'emballement médiatique, parce qu'on panique beaucoup de monde, alors qu'il faut sereinement analyser la situation. Ouais. Alors, je sais que vous allez donner la parole à d'autres personnes et je pourrais donner d'autres détails. André Cicolella, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a eu peut-être des erreurs d'appréciation, notamment quand on a mis sur le marché cette nouvelle formule du lévothyrox? Moi, je n'ai pas vocation à répondre sur cette question. Ce qui me semble important, c'est de regarder ce problème des atteintes de la thyroïde. Et cette affaire aura permis d'avoir ce chiffre de 3 millions de personnes actuellement sous traitement. Donc, d'où ça vient? Quel est l'impact de l'environnement sur l'efficacité de ce traitement? Moi, je suis frappé de voir que cette question n'est pas du tout abordée. Or, vous avez des polluants de l'environnement, je pense au polybromé, je pense au bisphénol, qui est bien connu maintenant avec l'affaire des biberons, qui contamine encore 70% des femmes enceintes. Dernière étude de Health, vous avez les phtalates, qui contaminent 99,6% des femmes enceintes, qui perturbent le fonctionnement des hormones thyroïdiennes. Et donc tout ça joue effectivement sur l'efficacité thérapeutique aussi. Le réglage, si j'ai bien compris, moi je ne suis pas un spécialiste de cette question. Je trouve votre remarque extrêmement intéressante. Le réglage est très fin. Ouais, et donc vous avez là des perturbateurs endocriniens qui se promènent dans l'alimentation, dans l'environnement, et on ne gère pas cette question-là. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est à la fois sur la santé des adultes, mais c'est aussi, et c'est la question qui a été posée, la santé des fœtus. Des femmes enceintes qui utilisent ces médicaments et qui sont attention de ne pas trop stresser non plus les femmes enceintes. Non, il ne s'agit pas de stresser, il s'agit de protéger la santé des fœtus. Et on sait aujourd'hui que les conséquences sont dramatiques du point de vue neurodéveloppemental. La progression des maladies neurodéveloppementales est en partie très liée à cette contamination. Mais il n'y a pas de Maître Faux, que vous inspire-vous? Cette crise est-elle derrière nous avec justement les annonces de la ministre de la Santé qui va permettre donc une remise sur le marché de l'ancienne formule? Écoutez, moi je crois que d'abord c'est une excellente décision politique. Parce que dans un corps social comme le corps social en France, il y a besoin d'y avoir un lien de confiance indéfectible entre le système de santé et la population. C'est affirmé dans notre Constitution, le droit à la santé, c'est un des facteurs de cohésion dans la République. Donc, mettre immédiatement un terme à cette défiance généralisée qui commençait à s'installer, c'était fondamental. Et je suis comme Michel Rivasi, bravo Madame la Ministre, c'était la décision à prendre, la confiance va revenir. Maintenant, j'entends dire ici ou là qu'on va saisir la justice. Je ne suis pas sûr que, même si spontanément, le citoyen va se tourner vers la seule autorité en laquelle il a encore un peu confiance, qui est la justice, je ne suis pas sûr que la justice, ça soit vraiment l'instrument. Il y a une plainte qui vise les laboratoires Merck. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit une très bonne attitude de se précipiter sur l'institution judiciaire pour trouver une solution à ces problèmes. D'abord parce que le droit pénal, on l'a vu dans toutes les affaires de santé publique depuis 25 ans, le droit pénal, c'est un droit qui est inadapté aux affaires de santé publique. Il faudrait rénover notre droit pénal de la santé publique. Il est totalement inadapté. Notre procédure pénale, elle est totalement inadaptée aux affaires de santé publique. Donc on fait miroiter aux gens l'espoir d'un résultat judiciaire immédiat. Alors évidemment, il y a le déclenchement des procédures, on en parle, la presse s'en mêle, etc. Ça donne une satisfaction personnelle immédiate aux patients qui souffrent dans sa chair. Et puis après, la baudruche se dégonfle progressivement, la procédure traîne, parce que évidemment les personnes mises en cause ont beaucoup de moyens pour faire durer les procédures, parce que les infractions, les qualifications pénales ne sont pas adaptées à la santé publique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attaquer au laboratoire Merck qui a le monopole de ce médicament? On peut toujours s'attaquer à tout ce qu'on veut, mais le résultat derrière ne sera pas à la hauteur de l'attente. C'est ça que nous enseigne la vie judiciaire dans les affaires de santé publique des 30 dernières années. C'est désolant, j'en conviens, c'est désolant. Mais c'est comme ça. Maintenant, je crois que ce serait au législateur, justement, de se saisir de ces problèmes pour donner un corpus de règles, un corps de règles qui répondent à ces problèmes. Michel Rivasi, quels enseignements on doit quand même tirer de cette crise sur le lévothyrox, notamment sur, je le disais, la question de la mise sur le marché d'un médicament? Est-ce que là, l'agence de sécurité sanitaire du médicament a pu avoir les moyens de bien apprécier les risques? Est-ce qu'il faut revoir ces procédures? Mais ça ne pose pas la question de l'autorisation de mise sur le marché, parce que là, c'est l'ANSM, l'Agence
l'Agence nationale sanitaire des médicaments française qui a donné l'autorisation. Là, on changeait les excipients, on ne changeait pas la substance active. Et là, si vous voulez, il y a peut-être un défaut dans l'évaluation. Vous voyez, de ces nouveaux médicaments, on change juste l'excipient parce qu'on utilise des volontaires. Vous voyez, on n'utilise pas des gens malades. Ce qu'avait fait d'ailleurs la Belgique, elle avait utilisé justement des gens malades et l'Italie avait utilisé... Les tests se font toujours sur des personnes saines en France, voilà. C'est ça. Sur 6 mois. Mais ça, c'est la procédure. On Donc, il pas faut... des hormones thyroïdiennes à une personne qui n'a pas de soucis, parce que sinon, c'est dangereux. Je vous signale que pour la bioéquivalence, on prend des volontaires sains et on regarde juste le dosage. Ça, c'est la bioéquivalence. Madame le médecin, regardez vos... C'est pas ça la bioéquivalence. Alors, on finissez, je vous utilise donnerai la ça. parole, Violaine. Alors, moi, je reviendrai sur votre remarque sur l'aspect justice. Effectivement, il y a 40 plaintes, il va y en avoir 900. Il y en a énormément de gens qui veulent porter plainte. Mais je pense qu'elles veulent porter plainte parce qu'elles ont été meurtries sur le fait qu'elles ont montré qu'elles étaient malades, qu'elles n'étaient pas bien et qu'elles ont été trompées quelque part. Et en plus, l'État a mis du temps. Donc il faut être constructif. Il faut que l'Agence nationale de sécurité des médicaments, vous voyez, au niveau de l'alerte, soit beaucoup plus réactif. Alors que là, c'est une phase transitoire, allez voir votre médecin, il va vous redoser, il va vous donner... Voilà. Mais regardez sur l'affaire du Mediator, regardez sur tous les procès, même on a une deuxième victoire aujourd'hui. C'est Essure, ce contraceptif, vous voyez, qui stérilisait les femmes. Moi, on était monté au créneau parce que ça provoquait des allergies chez ces femmes, et c'est enfin Bayer qui a décidé de ne plus le commercialiser. Donc c'est chaque fois des actions en justice qui font reculer ou qui font, vous voyez, évoluer les choses. Et moi, je trouve ça regrettable que toutes les affaires sanitaires, que ça soit le sang contaminé, que ça soit Tchernobyl, que ça soit l'hépatite B, que ça soit l'amiante, l'hormone de croissance, tout ça, ça aboutit à un échec. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice n'est pas capable d'aller à l'encontre des lobbies qu'il y a derrière, d'indemniser les gens. Vous voyez, c'est pas le fait d'attaquer en justice, c'est légitime, puisque c'est quand même le troisième pouvoir. C'est le fait qu'on dirait... L'espoir est déçu. Après. Voilà. Et qu'ils n'ont pas les moyens, les experts, pour dire voilà le coupable. Ça s'est fait en Italie, regardez sur l'amiante. Eternit a été condamné. La France est un des pays où on n'a condamné personne. C'est ça qui... Vous voyez, et je comprends que les victimes en veulent... est dans l'impuissance. Oui, mais c'est pas normal. Guérin, peut-être vous souhaitiez réagir. Je souhaite réagir parce que comparer l'amiante, les problèmes d'amiante ou d'autres choses ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que j'aimerais qu'on remette un peu de la raison mais on dans parlait le de la sujet. justice et de la santé. Et ça, je suis d'accord. Mais je voudrais dire que, et là je m'adresse à la parlementaire et à tous les parlementaires, que cette crise, si vous l'analysez bien, et je peux vous donner plein de pistes de réflexion, elle est consécutive à des tas de dysfonctionnements en matière de santé. Je vous donne un exemple très simple, avec les références médicales opposables. On interdit aux médecins généralistes, par exemple, de doser la T3 et la T4 en matière d'hormones thyroïdiennes, ils ne dosent que la TSH. Eh bien ça, c'est pas normal. Parce qu'il y a des patients qui ont une TSH normale et qui ont des T3, T4 basses et qui sont en hypothyroïdie clinique. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, pourquoi on ne fait pas ces examens ? Eh bien parce que pour des raisons d'économie de santé. Et donc, on a pris des décisions par-ci, par-là, qui font qu'on commence à imposer une sorte de mauvaise médecine. Je vais prendre un autre exemple. Vous êtes députée européenne, donc vous connaissez les procédures centralisées de reconnaissance et d'autorisation de mise sur leur marché. Il y a plusieurs années, chaque pays avait son agence. Et on avait une agence française qui faisait un travail remarquable, parce que les médecins français sont des cliniciens avant toute chose. Le problème, quand il y a eu la reconnaissance mutuelle sur les autres pays, eh bien, tous les laboratoires de l'industrie pharmaceutique ont arrêté de présenter des dossiers à la France, parce que l'agence française posait des questions, demandait des études complémentaires. Si. Je vous signale que le lévothyrox, l'autorisation a été donnée par l'agence française, le lévothyrox. Je le sais. Je parle des dysfonctionnements itératifs qui sont des accumulations. Et donc, de manière générale, puisqu'on parle là de la problématique de santé publique, eh bien, on autorise sur le marché français des mises sur le marché avec des molécules moins bien étudiées. Là, on est encore dans une problématique différente, mais je pense qu'il faut que vous donniez la parole à d'autres personnes. On va écouter André Cicolella qui s'impatiente. Est-ce qu'il y a quand même des dysfonctionnements qui sont révélés par cette crise ? Et si on en vient aux enseignements qu'on peut tirer, eh bien, vers quoi il faut tendre, selon vous, pour améliorer peut-être notre système sanitaire aujourd'hui ? Je crois qu'il faut avoir une vision globale du système sanitaire. Le fond du problème, c'est qu'on a aujourd'hui une pensée en silo.
Oui, on considère les médicaments comme... voilà, c'est des médicaments. On ne pense pas effectivement que c'est dans un ensemble. Il faut avoir une vision globale de la santé environnementale et la médicamentation de 3 millions de personnes. Mais si on raisonne plus largement, c'est 20 millions de personnes qui sont considérées comme malades chroniques, soit en ALD, soit effectivement sur un traitement médicamenteux. C'est considérable. Et on ne prend pas en considération cet effet-là, cet environnement-là, par rapport à d'autres facteurs environnementaux, qu'il s'agisse de la contamination chimique par les perturbateurs endocriniens, mais aussi plus largement l'enjeu de l'alimentation. Actuellement se tiennent les états généraux de l'alimentation. On raisonne alimentation, nutrition, on ne se pose pas la question d'alimentation vecteur de contamination. C'est cette vision-là. Moi, je plaide en tant que réseau environnement santé pour qu'on ait les états généraux de la santé environnementale, qu'on repense notre système de santé. Notre système de santé aujourd'hui, il est basé sur l'idée que les gens sont malades, on s'en occupe. Mais avant, ça n'intéresse personne. Or, c'est quand même important de savoir pourquoi les gens sont malades. C'est quand même aussi simple que ça. Et je ne dis pas qu'on va supprimer la maladie, mais on peut réduire de façon considérable aujourd'hui cette flambée de maladie chronique, que l'OMS parle d'épidémie, et la médicamentation fait partie effectivement de l'environnement. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les médicaments, mais il faut les utiliser à bon escient, et aujourd'hui on est très loin effectivement d'avoir cette vision. Maître Faux, est-ce que vous pensez que cette crise est derrière nous? On a entendu cette patiente qui s'inquiète aussi. Alors certes, elle peut avoir accès à son ancienne formule, mais ça va être une période transitoire. Est-ce qu'on a les moyens peut-être de remettre un générique sur le marché, puisque pour l'instant il n'y en a pas pour le... Alors il faut peut-être espérer que le transitoire se transforme en véritable diversité sur le marché. Voilà. Une des grosses difficultés est que, comme le rappelait tout à l'heure justement Michel Rivasi, la société qui produisait ce médicament est en situation monopolistique, ce qui est tout à fait anormal. Dans tous les domaines. Est-ce que c'est aussi les médecins souvent qui mettaient une mention non substituable sur les ordonnances pour les patients? Oui, mais là il y a un seul producteur. Donc on était dans une situation monopolistique de fait. Et ça nécessairement, c'est un dysfonctionnement. Il faut toujours qu'il y ait au moins, on connaît bien ça en droit de la concurrence, il faut toujours au moins qu'il y ait deux concurrents qui puissent s'observer l'un l'autre et que l'un offre une alternative à la carence de l'autre. Et là on n'avait pas ça. Donc moi j'espère que la décision très heureuse qui a été prise par la ministre de la Santé va se transformer en une diversité de mise sur le marché de médicaments. Et puis évidemment, il faut espérer que tous ces gens qui sont, c'est quand même paradoxal, qui ont des problèmes de santé et qui se tournent vers la justice pour les résoudre, que tous ces gens vont trouver dans le système de santé même les instruments qui répondent à leurs questions. À s'adresser à la justice, j'y reviens, ça n'est pas une manière de résoudre un problème de santé publique, c'est une manière de traiter une pathologie de la société. C'est autre chose. Oui, parce que en fait, ce que vous êtes en train de dire, nos parlementaires, là aussi, ils ont du travail. En ce sens que vous n'allez pas confier nos aéroports, même si on est en train un peu de les vendre, nos tours de contrôle, etc., à d'autres sociétés que des sociétés françaises. On a tué l'industrie pharmaceutique française. Avec le libéralisme, on n'est pas à l'abri. Je sais bien. Mais en matière de sécurité sanitaire, justement, c'est important parce qu'on a des ruptures en ce moment de médicaments qui sont fabriqués à l'étranger et tout. Vous avez peut-être entendu parler de la rupture de l'Estreva. Les femmes, pendant plusieurs mois, n'ont pas eu cette molécule. Et ça, c'est important. Et aussi, un point important à comprendre... On a le temps là de relancer justement la production du générique de l'émission. Alors, attendez quand même, parce que dans les dysfonctionnements, c'est que tout va trop vite dans notre société. On veut de la rentabilité, etc. Et l'industrie pharmaceutique, elle est là aussi. Donc, quand on parle des développements et des bioéquivalences, etc., il y a très peu de gens là qui en sont en train de dire une bonne étude de bioéquivalence, il ne faut pas la faire que... il ne faut pas en faire qu'une seule, en fait, parce qu'on a aussi des particularités raciales. Donc, par exemple, les Noirs ne métabolisent pas de la même manière que la population caucasienne, donc la population africaine. Les Japonais ne métabolisent pas de la même manière. Les femmes, donc, on veut aller tout très vite, et qu'on soit agence française ou agence européenne, on est aussi les victimes de cette mondialisation et du trop rapide. On fait des développements aujourd'hui qui, dans le passé, duraient 15 ans. Aujourd'hui, on les fait en 5 ans, par exemple, et on occulte beaucoup de choses. Voilà. Donc... Parmi les pistes d'amélioration, si on essaie aussi d'avancer, Michel Rivasi, on nous dit que l'Agence du médicament avait bien envoyé des courriers, des fax, des mails aux médecins. Pourquoi cette information n'a-t-elle pas été relayée suffisamment aux patients? Alors, il y a eu plus de 100 000 mails qui ont été envoyés aux pharmaciens et aux médecins, mais pas aux patients.
Et moi, j'ai regardé ce qui se passait en Belgique, parce qu'en Belgique, ils avaient modifié aussi un certain médicament à base de lévothyrox, mais ils avaient informé les patients. Donc les patients étaient alertés en amont. Et souvent, les pharmaciens, ils n'ont pas fait le relais, et souvent les médecins, vous n'allez pas tout le temps voir votre médecin pour savoir. Moi, je voudrais revenir sur la diversité. Il y a eu un générique en 2010. Mais souvent, les médecins marquaient non substituable. Parce que les gens, alors il y avait le mannitol, hein, ils avaient enlevé le lactose. Non, il n'y avait pas le lactose. Le lactose était déjà remplacé par le mannitol pour ce générique. Et donc, oui, pour les génériques, parce que, comme vous l'avez dit, il y a une diversité. Il y a des gens qui acceptent très bien ce nouveau médicament, mais d'autres ne le supportent pas. Donc, il faut la diversité. Et là, la ministre s'est engagée d'une part à faire revenir de Merck, puisqu'il en produit dans d'autres pays, donc c'est pas compliqué pour en faire revenir en France, mais il faut, vous voyez, multiplier la diversité pour que vous pouvez supporter mieux certains médicaments par rapport aux excipients. Mais comprendre aussi la pharmacocinétique. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi, en mettant du mannitol et de l'acide citrique, vous avez peut-être modifié, vous voyez, la libération de la substance active au niveau du corps. Et ça, il faut qu'ils nous trouvent le pourquoi du comment, parce que c'est assez incroyable le nombre d'effets secondaires graves qu'il y a eu par rapport à cette prise de médicaments. Enfin, c'est encore plus subtil que ça, hein, pharmacocinétique. Le problème, c'est qu'il y a peu de gens dans notre pays qui connaissent bien aussi la pharmacocinétique. Est-ce qu'on a les moyens justement d'évaluer toutes ces questions qui viennent d'être abordées par Michel Rivasi? Je crois que c'est l'enjeu de développer la toxicologie. On est dans la toxicocinétique en fait. C'est une discipline scientifique qui est assez marginalisée pour l'instant. Et c'est un élément pourtant essentiel de compréhension vous voyez, sur une question comme celle-là, comprendre pourquoi effectivement, a priori, quand on voit les produits mannitol, bon, c'est tout à fait, on a l'impression qu'on maîtrise bien le sujet, et dans les faits, c'est pas ce qui s'est passé. Donc comprendre pourquoi il y a eu un problème était important du point de vue de la connaissance. Donc il faut effectivement des laboratoires beaucoup plus nombreux. L'enjeu, c'est qu'on a dans ce domaine de la santé environnementale une recherche qui est très marginalisée. Sur les perturbateurs endocriniens, 1 million d'euros. Vous voyez, le programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, 1 million d'euros, c'est ridicule par rapport aux enjeux sanitaires considérables, puisque c'est l'ensemble de l'exposition de la population. On a une étude qui est sortie récemment, là, il y a quelques jours, sur l'effet cocktail. Alors on commence à en parler de l'effet cocktail. Vous voyez, tester effectivement toutes ces molécules qui sont dans cette soupe chimique dans laquelle nous sommes, dont les médicaments, ça représente, il faut construire des modèles, mais tout ça est actuellement peu développé. Il faut une recherche publique. Il y a un enjeu considérable. Jolène Guérin, ensuite Bernard. Je voudrais répondre à votre question, parce que je ne peux pas laisser dire non plus que les médecins comme les pharmaciens ne font pas toujours leur travail. C'est pas ce que j'ai dit. Visiblement, vous n'avez pas dit ça. Il y a eu un déficit d'information. Il y a des problèmes. On a tous reçu les infos, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Le problème, on est tous noyés sous les infos. Les médecins... L'info tue l'info. L'info tue l'info. Et moi, par exemple, dans les mesures qu'il va falloir mettre en œuvre, c'est que l'ANSM, si elle a une bonne procédure d'assurance qualité, elle doit s'assurer qu'on a reçu l'info. Donc avoir du Oui, feedback. mais il fallait informer les patients. Non, mais attendez, je vais vous donner un autre. On sait, les médecins, que les pharmaciens font les informations au moment de la délivrance. Moi, j'ai plus de 3000 patients sous lévothyrox, parce que je fais quasiment que de la thyroïde. Voyant les modifications, j'ai pas appelé tous mes patients un par un, parce que, a priori, on n'attend pas de problème majeur. Si, effectivement, on m'avait dit... Vous n'avez pas alerté, vous, qui voyez 3000 patients. Thalidomide, j'aurais demandé à ma secrétaire, etc., d'appeler, et moi aussi, je m'y serais mise. Le problème, c'est que quand vous avez aussi un problème de rémunération du temps médical, que les médecins généralistes, qui voient aussi beaucoup, puisqu'on n'est que 1700 endocrinologues, quand même, dans le pays, pour faire face à la déferlante du diabète et des problèmes de thyroïde. Vous voyez le truc. Donc, qui fait le travail avec nous? C'est les médecins généralistes. Quand on rémunère un médecin généraliste dans ce pays à 25 €, qu'on déduit les charges, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais non, c'est pas un autre problème, parce que c'est tous les effets pervers qui s'enchaînent. On aura l'occasion d'en reparler, Jolène Guérin. Pour conclure, Maître Faux, peut-être un mot, et je le disais, est-ce qu'on peut aujourd'hui rassurer les patients? Est-ce que cette crise est derrière nous? Il faut les rassurer. Moi, je crois qu'évidemment, la crise est derrière nous. Les instruments pour y remédier ont été mis en place par la ministre, donc c'est parfait. Je crois à nouveau qu'il faut axer la demande des patients vers ce qui est sa véritable cible, c'est-à-dire les services de santé publique, et ne pas encourager dans tous les cas les gens vers une espèce de panique en direction de la justice qui ne leur apportera immédiatement
aucun bienfait. Peut-être un soulagement dans un instant parce que ils se seront dit j'ai fait quelque chose, je me suis adressé à la seule autorité qui va m'écouter, mais ça n'apportera pas de solution. La solution, elle est du côté de la santé publique dans ces questions, dans ces affaires-là, et la réponse a été bonne. Voilà. Donc ce sont des réponses bonnes comme celle-là que nous attendons dans l'avenir quand il y aura une crise, parce qu'il y en aura d'autres. Il ne faut pas s'imaginer. On vit dans un monde qui est de plus en plus complexe et dans un monde de santé qui est de plus en plus complexe. Comme le disait André Cicolella, nous sommes dans un cocktail chimique. Les apiculteurs, depuis presque 2 décennies, tirent la sonnette sur le fipronil. On s'en aperçoit aujourd'hui, qu'il y a un problème parce qu'il y a des œufs avec du fipronil. Mais si vous voulez, voilà, mettre l'axe sur la santé publique plus que sur l'aspect judiciaire. Merci Bernard Faux d'être venu sur ce plateau. Merci à vous Michel Rivasi et merci Vilaine Guérin. Merci André Cicolella. Suite à présent de notre série consacrée aux élections sénatoriales vues du terrain, direction le département de l'Isère, un département dans lequel, vous allez le voir, une coalition écologiste, communiste, amoniste de gauche va tenter de déborder justement sur sa gauche l'ancien ministre André Valigny. C'est un reportage de Jérôme Rabier. La gauche de la gauche iséroise présente une liste unique en France. Baptisée un engagement commun, elle est emmenée par un élu non encarté, Guillaume Gontard, et rassemble une diversité de mouvements. On s'est regroupés, on s'est retrouvés pour essayer de constituer une liste d'un large rassemblement avec des formations politiques, les communistes, Europe Écologie, une partie des socialistes avec je dirais, la lignée Benoît Hamon, et puis aussi des citoyens non encartés, donc j'en suis un exemple. Guillaume Gontard mène cette liste avec le soutien de la sénatrice communiste sortante Annie David. Et en bon architecte de profession, il espère que la construction de cette alliance inédite donnera des idées pour le futur. Moi, j'entends parler à chaque fois, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens qui ont les mêmes valeurs n'arrivent pas à se rassembler, n'arrivent pas à travailler ensemble? Là, on prouve que c'est possible. Et donc, on espère qu'effectivement, ça fera des petits. Il y a les élections municipales en 2020 et que ça sera justement encore une nouvelle occasion de montrer qu'on peut travailler ensemble. Didier Rambaud est lui aussi issu des rangs de la gauche, mais il est désormais la tête de liste pour La République En Marche dans le département. Comme tous les candidats, il visite un maximum de communes et défend partout la nécessité d'un groupe macroniste important au Sénat. On ne peut pas avoir d'un côté une Assemblée nationale où il y a la majorité présidentielle et puis un Sénat où il n'y aurait que l'opposition qui s'exprime. Je pense qu'il y aurait une espèce de déséquilibre qui porterait préjudice au bon fonctionnement de ce quinquennat. Engagé de la première heure derrière Emmanuel Macron, Didier Rambaud espère transformer l'essai, même si la dynamique victorieuse du printemps s'est atténuée. Là, le vent, il n'est pas dans le dos, là, on l'a plutôt un peu de face. Il y a eu peut-être, en termes de communication, cet été, 2-3 annonces qui auraient mérité d'être recadrées ou plus précises. C'est vrai que voilà, il faut être clair pour l'avenir, il faut au moins donner un cap, fixer un cap, donner de la visibilité. Face à ces départs en cascade, les socialistes de l'Isère ont désigné une valeur sûre en tête de liste, le sénateur sortant André Valigny. Mais son espace politique s'est restreint après la perte de nombreuses municipalités en 2014 et du département en 2015, et désormais les divisions dans son camp. Le contexte a changé incontestablement. Il y a des élus amonistes qui ont décidé d'aller à la gauche de la gauche et de trahir encore un peu plus le Parti socialiste. Il y a des socialistes qui effectivement sont passés du côté d'Emmanuel Macron et qui ont abandonné leur idéal socialiste. Moi, je reste fidèle à mon idéal, à mes convictions. Je suis de gauche, je suis socialiste. Fidèle au parti et expérimenté, l'ancien secrétaire d'État en charge de la réforme territoriale puis des relations avec le Parlement ne se voit pas dans une opposition systématique au gouvernement. Le Sénat sera là pour dire aux députés et au gouvernement, attention, sur les collectivités locales, ne faites pas n'importe quoi. Cessez de les attaquer, de les dénigrer, de les étrangler financièrement. On sera dans une position, non pas d'opposition systématique, mais de vigilance. La gauche part divisée, mais la droite n'est pas en reste. Pas moins de 5 listes dissidentes ont déposé leur candidature face à celle conduite par Michel Savin, investi par les Républicains. En campagne dans le nord du département, le sénateur sortant mise sur le terrain. Figurez-vous que je crois qu'il y a 10 listes en présence, et vous êtes les seuls à venir nous voir. Donc,
Et je dois souligner aussi que lors des élections précédentes, vous aviez aussi été le seul à venir nous voir. On finit ce soir, aujourd'hui, notre 8e semaine de campagne. On a commencé au mois de juillet parce que, encore une fois, pour nous, il nous paraît prioritaire d'aller rencontrer le maximum de grands électeurs. Une proximité avec les élus locaux que le sénateur revendique et qu'il compte encore développer en cas de nouveau mandat. Moi, pendant 6 ans, j'ai travaillé bien sûr avec mes colistiers, mais aussi avec des élus de toute sensibilité sur des sujets qui étaient débattus au Sénat, parce que je pars du principe que je n'ai pas la connaissance parfaite de tous les sujets. J'ai besoin d'avoir le ressenti des élus qui sont concernés par les textes qui sont débattus et de pouvoir travailler avec eux sur corriger, améliorer les textes qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Avec 10 listes en présence pour 5 élus au Sénat, l'élection risque d'être serrée. Et malgré les divisions, chaque camp espère faire le plein pour siéger à la Haute Assemblée. Jérôme Ramiel nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Jérôme. Alors, vous revenez de ce département de l'Isère qui présente cette spécificité. Il y a cette liste de coalition qui rassemble la gauche, les différents courants politiques. C'est plutôt rare. Oui, c'est un cas unique en France. En tout cas, le fait que sur la liste, il y ait clairement affiché des membres du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts et donc en 3e position, Pierre Baruzi, ancien socialiste et qui a désormais l'étiquette du mouvement du 1er juillet, le M1717, tout nouvellement lancé par Benoît Hamon. Cette spécificité locale, on peut dire qu'elle découle des élections municipales de 2014, puisqu'à Grenoble, c'est Éric Piolle, le maire, qui a été élu en 2014, qui, avec le soutien d'Europe Écologie Les Verts et du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Pour cette élection sénatoriale, le rassemblement est encore plus large puisqu'il réunit aussi les communistes et les hamonistes. Décidément, Grenoble et le département de l'Isère restent un laboratoire pour la gauche de la gauche. Et la liste a toutes les chances d'emporter un des 5 sièges du département, notamment grâce à l'apport des voix des élus de l'agglomération grenobloise. Ouais, les partisans de Benoît Hamon sont donc bel et bien présents dans ces élections sénatoriales. Oui, ils sont bien là, mais pas toujours aussi visibles qu'en Isère, où l'étiquette M1717 est clairement affichée. J'ai eu aujourd'hui au téléphone Guillaume Ballas, un des bras droits de Benoît Hamon. Il m'a confié que le mouvement du 1er juillet n'a pas donné d'investiture nationale pour ces élections. Benoît Hamon avait déjà prévenu, il n'y a pas de candidat officiel. C'est localement, en Isère, que la décision a été prise d'afficher cette étiquette politique, même si cette 3e place sur la liste ne permettra sûrement pas à ce candidat d'être élu. Ailleurs en France, il y a bien des militants de ce mouvement présents sur des listes, mais qui ne partent pas avec l'étiquette du mouvement du 1er juillet. Ils sont soit sur des listes socialistes, soit sur des listes d'union de la gauche, comme dans le Val-de-Marne, où il y a une seule liste réunissant le PS, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Avec ou sans le PS, on voit que les partisans de Benoît Hamon cherchent encore leur positionnement politique, ou alors, tout simplement, qu'ils décident localement d'alliance ou non. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces précisions et pour être tout à fait complet sur ces élections sénatoriales en Isère, on voit tout de suite le nom de tous les candidats qui s'affichent sur votre écran. Suite à présent de notre série consacrée à la campagne pour ces élections sénatoriales, mais cette fois vue du terrain. Direction les Hauts-de-Seine, ce département de l'Ouest francilien n'échappe pas à la multiplication des candidatures et notamment des candidatures dissidentes. C'est le cas à droite. C'est un reportage de Sandra Cerquera. Et aujourd'hui, quelle est l'institution qui peut être une voix différente? Le Sénat, seul contre-pouvoir à Emmanuel Macron. C'est le message délivré par Gérard Larcher en personne, venu soutenir la liste officielle de la droite dans les Hauts-de-Seine, emmené par Roger Carucci, sénateur sortant. Dans le département, la droite part plus que divisée avec 5 listes. Des dissidences qui pourraient coûter cher. C'est bien qu'on se retrouvera dans le groupe des Républicains au Sénat. Mais si on perd un siège ici, un siège à Paris, un siège en Val d'Oise, un siège en Seine-et-Marne, un siège dans le Nord, un siège dans le Pas-de-Calais, on peut finir par avoir de mauvaises surprises le 24 au soir pour la majorité sénatoriale. On enlève le dernier rang là-bas, là, les 3 dernières, et puis ça suffira. De toute façon... L'Union à droite, Éric Berdoati, maire de Saint-Cloud depuis 12 ans, l'a refusé. Ce dissident LR ne se reconnaissait pas dans la liste officielle. Le renouvellement, c'est la seule façon pour lui de tirer les enseignements de la présidentielle.
J'espère qu'il y aura une prise de conscience de ce qui s'est passé dans notre pays depuis le mois de mai et notamment que la famille politique dans laquelle je suis aujourd'hui soit un peu plus ouverte, un peu plus moderne que ce qu'elle n'est, de ce qu'elle démontre depuis quelque temps. Ces divisions pourraient profiter à la liste UDI du sénateur sortant Hervé Marseille. D'autant que cette fois, les centristes partent unis. L'important pour lui est de conforter la majorité de droite et du centre au Sénat. Il faut aussi éviter que le gouvernement et le président de la République ne disposent d'une majorité des 3/5 pour faire passer des textes constitutionnels. Il n'est pas souhaitable que le gouvernement dispose à la fois d'une très large majorité à l'Assemblée et des 3/5 au Parlement. Il faut qu'il tienne compte des parlementaires. Sur la liste d'André Gattolin, on trouve des candidats de tous bords. LR, UDI, PS, le sénateur sortant passé d'Europe Écologie à En Marche compte sauver son siège en piochant des voix un peu partout. Mais la colère des élus suite aux annonces du gouvernement pèse sur sa campagne. Les gens face à face, de se voir à 1, à 2, à 3, puis maintenant à s'agréger. André Gattolin dit ne pas avoir le choix. Il se doit d'être offensif, avec un maître mot, la pédagogie. C'est mon rôle de candidat, c'est aussi en tant que parlementaire, je peux soutenir un gouvernement, mais en même temps dire, voilà, il y a telle chose qui ne va pas. Je pense qu'on a été trop brutal sur les emplois aidés. Bien sûr que voir simplement la rentabilité ou la durabilité économique, c'est oublier qu'il y a une dimension sociale. Il faut faire, comme disent les Américains, du fine-tuning, il faut faire de l'ajustement. Voilà un nouveau souffle pour les Hauts-de-Seine. Pendant des semaines, le candidat PS dit avoir appelé à l'union. Mais la gauche part elle aussi divisée avec 3 listes. Xavier Iacovelli sait que la bataille sera difficile. Nous avons perdu nos communes, nous avons perdu la plupart de nos conseillers départementaux, puisque nous n'avons que 2. Malgré tout, nous sommes la première force politique de gauche. Et ça, je pense que nos partenaires avaient peut-être du mal à le concevoir, de se mettre derrière une force politique qui n'avait plus de mairie, mais malgré tout était la première force en nombre d'élus. Dans les Hauts-de-Seine, 11 listes se disputent 7 sièges et la droite largement favorite malgré ses divisions pourrait rafler la mise. Voilà, et pour être tout à fait complet sur ces sénatoriales dans les Hauts-de-Seine, vous voyez la liste de tous les candidats qui s'affichent sur votre écran. Sandra Cerqueira m'a rejoint sur ce plateau. Sandra, vous avez donc été dans les Hauts-de-Seine pour voir les enjeux de ces élections sénatoriales. Il y a beaucoup de dissidence à droite, c'est le cas au niveau national. Mais là, quelle est la spécificité de ce département ? Alors on peut déjà commencer par dire que les dissidences, cela n'a rien de nouveau. Les élus avouent même que les dissidences, c'est un peu comme une tradition, notamment à droite. Alors dans les Hauts-de-Seine, on peut dire que les législatives ont quelque peu bousculé le paysage politique. LREM, donc La République En Marche, a obtenu 10 députés, alors que la droite n'en a conservé que 2, ce qui a quand même bougé les lignes. Et cela a donné des envies aux perdants pour qui le sénatorial était une occasion de s'offrir une deuxième chance. Donc parmi les 4 têtes de liste dissidentes, 2 étaient candidats aux législatives, donc les maires Éric Berdoati et Philippe Pemzec. Et il y avait aussi Bernard Lépidi qui lui était candidat à l'investiture des législatives et qui est aussi candidat maintenant au sénatorial en tant que dissident. Alors au-delà de ça, c'est certainement le manque de leadership à droite qui a favorisé les dissidences. Roger Carucci, qui s'occupe des investitures chez les Républicains et qui a suivi cela de très près, dit bien que c'était impossible de ramener tout le monde à la maison, car le parti est tout simplement dans une phase transitoire, qu'il n'y a pas de président et donc pas d'autorité naturelle. Alors au final, ces dissidences pourraient faire perdre à la droite une dizaine de sièges, même si pas de quoi faire perdre le Sénat à la droite. Ouais. Quelles conséquences, quelle résonance ces dissidences vont-elles avoir sur le Sénat ? Alors c'est vrai que la présidentielle, elle a laissé des traces même au Sénat, et le malaise est profond au sein du groupe LR, à l'image de la crise que traverse le parti, on l'a évoqué juste avant. Et par exemple, Éric Berdoati, que l'on voit dans le reportage et qui est donc dissident d'hiver droite, lui, il dit vraiment et clairement que s'il est élu, il ne sait pas s'il siégera au sein du groupe Les Républicains. Il dit « j'attends de voir si le groupe s'ouvre, si Bruno Retailleau est reconduit », parce qu'on sait que Bruno Retailleau est contesté par certains membres. Il attend donc de
voir et surtout il regarde avec attention donc le possible groupe Les Constructifs qui est en projet, qui est voulu par Fabienne Keller. Sauf que certains, à droite comme au centre, pensent que ce vent de front ne se concrétisera pas. En off, ils sont même persuadés que Gérard Larcher est déjà à la manœuvre et qu'il est prêt à rencontrer un à un ceux qui seraient tentés de prendre leur envol. Et on connaît les qualités de rassembleur de Gérard Larcher. Et ils sont persuadés qu'il saura ramener, ou plutôt laisser à la maison, donc ceux qui sont tentés par les constructifs pour maintenir une majorité confortable. Première question pour vous, Pascal Perrineau. Puisqu'on a vu depuis hier l'exécutif tendre la main aux collectivités territoriales avec cette tentative de renouer le dialogue pour le Premier ministre. Encore aujourd'hui, on apprend le financement de 200 000 contrats aidés. Ces petites annonces, c'est pour aussi calmer la grogne des élus. Est-ce que ça pourrait peut-être inverser la donne à quelques jours du scrutin des sénatoriales? Inverser la donne, certainement pas. La corriger ici et là sur des terrains très urbains comme Paris, pourquoi pas. Mais il faut bien reconnaître, si vous voulez, qu'on ne peut pas projeter les dernières élections, qu'elles soient législatives ou l'élection présidentielle, sur les élections sénatoriales. Les élections sénatoriales sont le reflet des élections locales et principalement de l'élection municipale de 2014. Il faut savoir tout de même que 96% des élus qui vont voter dimanche prochain sont des élus des conseils municipaux et des délégués de conseils municipaux, élus d'ailleurs en juin dernier avant les vacances. Et que d'autre part, le pouvoir exécutif a envoyé au cours de l'été toute une série de signaux sur des dossiers importants en ce qui concerne la dotation, en ce qui concerne les économies à faire sur le quinquennat, en ce qui concerne, on en parlait, les emplois aidés, et en ce qui concerne bien d'autres problèmes qui ont pris à contre-pied les élus locaux. Et les élus locaux, aujourd'hui, qui pouvaient, juste après le mois de juin, être relativement bienveillants vis-à-vis du pouvoir exécutif, le sont peut-être un peu moins aujourd'hui. On verra les résultats dimanche prochain. Est-ce qu'on pourra parler du premier échec peut-être électoral d'Emmanuel Macron après ces élections sénatoriales, Dominique Rousseau? Échec, non, dans la mesure où Pascal Perrineau vient de le dire, les élections sénatoriales sont le reflet des élections locales de 2014. Notamment puisque votent pour les sénateurs, les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux et des délégués des conseils municipaux. Par conséquent, le collège électoral sénatorial est constitué des élus de 2014 qui avaient vu une grande victoire de la droite. Il n'est donc pas étonnant, et il n'y aura aucune surprise dimanche, à voir la droite garder la majorité au Sénat. Et sauf à vouloir surinterpréter et oublier une petite profondeur historique, quel que soit le score d'Emmanuel Macron, enfin de La République En Marche, on ne pourra pas l'interpréter comme un échec. Gérard Courtois, et pour autant, l'Élysée suit de près ces élections sénatoriales, car derrière l'enjeu de dimanche, il y a aussi la révision constitutionnelle et cette majorité des 3/5 que le chef de l'État espère obtenir pour faire passer ces réformes. Absolument. C'est l'un des deux enjeux. Le premier, on vient de l'évoquer, c'est la capacité du président de la République à prolonger au Sénat, et on vient de voir que c'était très improbable, le chamboule-tout qu'il a réussi aux législatives. Le deuxième enjeu, c'est aura-t-il les moyens d'engager des révisions constitutionnelles devant le Congrès avec la majorité des 3/5 requises. Alors, les chiffres, en chiffres bruts, on peut dire, voilà, il a à peu près 390, 395 soutiens théoriquement assurés à l'Assemblée. Il lui manque, pour avoir 555 voix au Congrès, il lui en manque 160, 170, 180 au Sénat. Ça va être très compliqué. On sait que le groupe La République En Marche, qui s'est constitué en juillet, actuellement est constitué de 29 sénateurs. Une bonne partie ne se représente pas. Imaginons que l'espoir de François Patriat, qui pilote toute cette affaire pour La République En Marche ici au Sénat, est d'atteindre 40, voire 50 élus, ça fait encore une grosse marche à franchir pour obtenir la pointe nécessaire. Alors, on voit bien toute la stratégie du gouvernement qui est au fond, d'essayer de confédérer
tout un ensemble, une série de groupes de sénateurs susceptibles de le soutenir. On parle d'un intergroupe, hein, voilà, François Patria appelle ça comme ça. Alors, dans lequel pourraient se retrouver maintenant des sénateurs LR constructifs, puisqu'ils viennent d'annoncer la constitution d'un groupe, des centristes, des Modem, une partie du groupe socialiste qui est plutôt favorable à Emmanuel Macron. Ça va être, mais comme souvent au Sénat, ça va être de la cuisine délicate. Benjamin Morel, tout est fait, et même au moment des investitures, hein, justement, pour avoir cette majorité des 3/5. Si on prend l'exemple, par exemple, du département de l'Orne, la sénatrice sortante, Nathalie Goulet, UD-UC, eh bien, on ne lui a pas mis La République En Marche de candidat face à elle. C'est pour s'assurer, alors peut-être, si elle n'a pas un vote pour les futures réformes, au moins une abstention, car on le rappelle, hein, il faut les 3/5 et des suffrages exprimés, hein, pour avoir la réforme constitutionnelle. Oui, il faut les 3/5 des suffrages exprimés. Il faut également, parce qu'on ergote beaucoup depuis quelques semaines sur ces 3/5, une révision constitutionnelle. Ça implique, avant même de convoquer le Congrès et de demander les 3/5, ça implique l'aval de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc avoir les 3/5 sur le papier, c'est bien. Si vous n'avez pas de majorité au Sénat prêt à vous soutenir sur la réforme constitutionnelle, ça ne sert pas à grand-chose. Alors après, pourquoi est-ce que ce que vous dites est important ? C'est important parce qu'en fait, il y a 2 tours pour Emmanuel Macron. Il y a le premier tour qui sont réellement les élections sénatoriales, où là, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, qu'a bien exprimé Pascal Perrineau tout à l'heure, auxquelles je rajouterai qui plus est que le Sénat est élu majoritairement par un corps d'élus locaux ruraux, et que c'est cette France-là, cette France périphérique, qui a le plus de problèmes avec Emmanuel Macron, en tout cas qui a eu le plus de problèmes aux dernières présidentielles et aux dernières législatives. Mais pour Emmanuel Macron, il y a un second tour. Parce qu'en effet, une fois les élections sénatoriales passées, il y a l'espoir, au bout du compte, de débaucher. Débaucher un peu à droite, débaucher un peu à gauche, des élus qui se seraient fait élire sous l'étiquette républicain ou sur l'étiquette socialiste pour former une espèce de conglomérat des centres. C'est compliqué pour lui aujourd'hui. C'est compliqué pourquoi ? Parce que ça marchait très très bien au moment des élections législatives. Au bout du compte, on avait des socialistes progressistes, des républicains constructifs qui semblaient attirés par En Marche comme les papillons de nuit par la lumière. Mais aujourd'hui que les choses vont un peu moins bien pour En Marche, eh bien pour ces nouveaux élus, changer d'écurie, ça devient évidemment beaucoup plus risqué. Ouais, Gérard Courtois, et ensuite je rajoute un mot à ce qui vient d'être dit, c'est que non seulement il faut un vote conforme de l'Assemblée et du Sénat sur le projet de révision constitutionnelle, mais dans ce qui est annoncé pour cette révision constitutionnelle, il y a au moins une disposition, il y en a plusieurs, mais au moins une, dont on doute qu'elle entraîne un assentiment formidable de la part des sénateurs, tout autant des députés d'ailleurs, mais particulièrement des sénateurs, c'est la limitation dans le temps à 2 du nombre des mandats. Et j'ajoute que, et là ça ne fait pas partie de la révision constitutionnelle, mais la perspective de voir réduit le nombre des sénateurs, tout autant celui des députés d'un tiers, à mon avis, ne va pas mettre le Sénat dans des dispositions particulièrement bienveillantes. Ouais. Pascal Perrineau, ça va rester une chambre d'opposition, le Sénat, avec toujours cette question de l'alternance impossible ? Écoutez, quand on regarde sous la Ve République, à peu près jamais, sauf quelques années sous le quinquennat de François Hollande, tous les pouvoirs n'ont été de la même couleur politique. Et le Sénat a toujours eu, même sous le général de Gaulle, le Sénat a montré sa capacité à être dans l'opposition. Et quelle opposition au travers de la voix du président de l'époque, Gaston Monnerville. Donc on va certainement être dans un dispositif politique dans lequel la Haute Assemblée va rester le seul vecteur dans le système de pouvoir actuel favorable à l'opposition. Ensuite, vous savez, une fois qu'on a dit ça, on a dit que la moitié des choses. Parce que quel type d'opposition ? Souvent au Sénat, l'opposition peut être pas une opposition radicale, ça peut être une opposition constructive, capable... C'est ce que souhaitait faire Gérard Larcher. Bien sûr, c'est ce que souhaitait faire l'actuel président du Sénat, qui était, du moins avant l'été, très bien disposé vis-à-vis de certains éléments de la politique proposée par le nouvel exécutif. Après l'été, le sentiment de nombre de sénateurs, et du premier d'entre eux, le président du Sénat, est peut-être un peu différent, parce que le pouvoir... Il estime que la confiance a été rompue. Hein, oui, la confiance a été rompue. Et puis d'autre part, la confiance est rompue, c'est pas simplement avec les élus locaux, c'est pas simplement avec tel ou tel ensemble de sénateurs,
c'est avec le pays. Il faut bien regarder que depuis le mois de juin, quand vous comparez toutes les cotes de confiance du gouvernement, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'exécutif, vis-à-vis du président de la République, entre juin et septembre, il y a eu une érosion de popularité que l'on n'avait jamais connue auparavant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est difficile même à concevoir. Eh bien, aujourd'hui, après 5 à 6 mois d'exercice du mandat, le président de la République actuel est plus impopulaire que ne l'était François Hollande. Dominique Rousseau, ce revers en demi-teinte électorale pour La République En Marche, est-ce que ça va profiter au groupe LR du Sénat notamment, qui pourrait se servir de base arrière du Sénat comme base arrière pour se reconstituer et se renforcer en vue des prochaines échéances électorales? Je ne crois pas là non plus, dans la mesure où le Sénat doit aussi être précautionneux sur son propre avenir. Parce que, vous venez de le dire, le Sénat a longtemps, toujours, souvent été une chambre d'opposition, une chambre de frein. Pas simplement sous cette République, c'est quand même le Sénat qui s'est le plus longtemps opposé à la reconnaissance du droit de vote pour les femmes. C'est le Sénat qui s'est opposé à l'organisation d'un référendum sur les droits fondamentaux que proposait François Mitterrand. C'est le Sénat qui s'est opposé à l'adoption de la question prioritaire de constitutionnalité en 90. Donc le Sénat a aussi une image de chambre qui n'est plus évidemment la chambre du seigle de la châtaigne, comme on disait autrefois, mais qui n'est pas non plus la chambre d'Internet et des réseaux sociaux. Elle ne l'est pas encore devenue. Or, il y a ce décalage dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire une Assemblée nationale et un président de la République qui sont quand même connectés avec notre société actuelle, et puis un Sénat qui ne l'est pas. Si le Sénat était composé des maires des grandes métropoles, des présidents de région, c'est-à-dire des espaces territoriaux qui expriment le dynamisme culturel, social, politique de la France, les choses seraient différentes. Donc je pense que dans l'intérêt du Sénat, il n'est pas sûr que vouloir jouer une opposition systématique soit pour son avenir en tant que seconde chambre, la meilleure solution. Et dans le contexte actuel, je pense que quelle que soit la majorité, même si le groupe La République, enfin les Républicains restent majoritaires, ce qui sera sans doute le cas, ils n'auront pas intérêt à jouer une opposition systématique, y compris sur la révision constitutionnelle. Benjamin Morel, sur justement ce groupe Les Républicains, est-ce qu'il va sortir renforcé de cette élection ou est-ce qu'il y a aussi des tentations d'explosion, de constitution d'un groupe constructif? La question est sur la table. Alors, est-ce qu'il y a des risques de scission au sein des Républicains? Oui, mais ça dépasse très largement le Sénat. C'est très prégnant au Sénat parce que, je dirais, la composante centriste des Républicains est particulièrement présente au Sénat. Je reviens sur ce que disait Dominique Rousseau, sur lequel je suis assez d'accord. En fait, le Sénat a servi pour la droite à deux choses durant l'histoire politique récente. On a eu par exemple le cas à la fin des années 80 où le Sénat a été, Charles Pasqua était président du groupe RPR à l'époque, a été un porte-voix de l'opposition. Ce qu'il pourrait redevenir, c'est-à-dire que si demain on avait une droite républicaine, par exemple sous la présidence de Laurent Wauquiez, qui voulait faire du Sénat un instrument pour porter un projet, pour, au bout du compte, porter une réelle contestation, le Sénat pourrait devenir ça, à condition évidemment que le groupe soit assez fort pour imposer ça aux sénateurs. L'autre option, c'est bien sûr que le Sénat reste ce qu'il a été ces dernières années, ce qu'il a été par exemple sous la seconde cohabitation, c'est-à-dire une institution qui n'est pas dans l'opposition absolue, qui essaye de montrer qu'elle peut malgré tout entrer dans une forme de conciliation. Pour l'instant, quelle va être l'alchimie, quel va être ce savant mélange qui va ressortir des élections sénatoriales de dimanche et qui permettra de choisir un camp ou un autre, ça c'est encore un mystère. Ouais. Dominique Rousseau et ensuite Gérard. Oui, juste, vous avez fait votre thèse sur la légitimité du Sénat et je pense que le Sénat sait qu'il est toujours en train de jouer sa légitimité. Et l'Assemblée nationale, non, on sait, elle est légitime, elle est élue par le peuple, très bien. Le Sénat, il y a toujours une question un peu sous-jacente de légitimité. Et par conséquent, il faut qu'il fasse très attention dans l'exercice des compétences qui sont les siennes. Oui. Gérard Courtois. Je voulais rebondir sur les deux scénarios qui étaient évoqués pour la droite. Et on peut parfaitement imaginer, parce que c'est quand même un acteur important de la séquence suivante,
que le futur président du Sénat, c'est-à-dire l'actuel, à mes yeux, tellement il est évident que je ne vois pas comment il pourrait ne pas être réélu compte tenu de son expérience et de candidatures victorieuses contre Jean-Pierre Raffarin en 2008, en 2014, etc. Sa connaissance de l'institution, bref, et je pense que Gérard Larcher, pour ne pas le nommer, est beaucoup plus favorable, enclin et à l'aise dans le deuxième scénario que vous décrivez, plutôt que dans le premier. Pascal Perrineau, on a parlé du groupe Les Républicains. Quels sont les enjeux pour les autres groupes? Et si on commence par exemple par le Parti Socialiste, finalement, qui pourrait tirer son épingle du jeu, si on peut dire un peu familièrement? Oui, on verra dans la mesure où tout de même, il faut se souvenir des municipales de 2014. Pour le Parti Socialiste, ça n'avait pas été une bonne moisson. Et donc cela va se traduire. Il y a des départements où pour l'instant, très souvent, la très forte majorité des sénateurs est constituée de sénateurs socialistes. On verra dimanche soir que dans de très nombreux départements, ça ne sera plus le cas. Surtout que l'on a sur les territoires, quand on regarde ça en détail, une gauche qui, comme au plan national, va aller extrêmement diviser. Les querelles de personnes, les querelles de sensibilité, les querelles de lignes politiques, les revanches dans tel ou tel département, tout cela va coûter au Parti socialiste. Certes, les socialistes continueront à avoir un groupe. Il faudra voir aussi, on vient de se poser la question pour LR, de voir au sein même de ce groupe socialiste ceux qui resteront sur une ligne, j'allais dire, d'autonomie socialiste et ceux qui seront des constructifs socialistes ouverts aux appels du pied des macroniens. Un mot sur le Parti Socialiste et son lien avec le Sénat. Est-ce que là aussi, on sait que les ambitions sont là, que le groupe socialiste espère faire mieux que La République En Marche et rester le deuxième groupe après le groupe LR? Dominique Alors, il est possible que les socialistes restent le deuxième groupe. Ceci dit, à l'intérieur des socialistes, on sait déjà qu'il y a beaucoup de candidats ou de sénateurs qui sont, comme on dit maintenant, macro-compatibles. Et que, par conséquent, la question n'est pas celle de l'importance du groupe socialiste, la question est celle de savoir, parmi les sénateurs socialistes, quels sont ceux qui pourront accepter de travailler avec la majorité parlementaire et présidentielle. Et c'est là que se joue et effectivement le vote en termes identiques de la loi constitutionnelle et le vote du Congrès. Parce que je crois qu'il faut 555 voix pour le Congrès. Gérard Cottois rappelait qu'actuellement, Macron peut compter sur 395 voix. Il lui manque donc 100. Si tout se passe au mieux. Tout se passe bien, c'est-à-dire La République En Marche et le MoDem. Mais on ne peut, et les constructifs. Et les constructifs. Mais on ne peut pas exclure non plus qu'à l'Assemblée nationale, un certain nombre de députés socialistes votent pour la réforme. Je pense par exemple sur le Conseil supérieur de la magistrature, où les socialistes avaient proposé cette réforme et où Macron la reprend. On ne peut pas non plus exclure l'hypothèse que les sénateurs socialistes votent la révision constitutionnelle. Donc il y a une marge. Donc la question n'est pas l'importance du groupe. Souvent au Sénat, c'est comme ça. D'ailleurs, la question, c'est quels sont les accommodements raisonnables, comme disent les Canadiens, qui vont se nouer au Sénat et avec l'Assemblée nationale. Benjamin Morel sur ce point, sur les socialistes. Et puis on parlera aussi du groupe centriste, qui était un groupe charnière aussi ici au Sénat. Est-ce qu'il va être frappé par cette recomposition du paysage politique que l'on observe depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Oui, non, je crois qu'il faut voir, comme on le disait tout à l'heure, qu'en fait, les sénatoriales cette année vont être le reflet des municipales de 2014, je crois. Donc, une période où En Marche n'existait pas, où les partis centristes, les groupuscules centristes confédérés plus ou moins, étaient relativement forts et ont fait plutôt de bons scores. Donc le groupe Union centriste n'a pas vraiment à craindre ces sénatoriales-là. Quant au groupe socialiste, il peut s'appuyer sur un nombre d'élus locaux relativement important, notamment d'élus urbains. Et en fait, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un peu le bal des hypocrites pour ces élus qui sont macro-compatibles aujourd'hui. Parce que s'ils font campagne sur une ligne macroniste, ça va leur revenir en boomerang. Parce que les annonces faites contre les collectivités territoriales fait que leurs élus, en fait, ne sont pas, eux, macro-compatibles. Au-delà de la proximité idéologique, pour des questions de politique locale, ils ne peuvent plus réellement l'être aujourd'hui. Donc, il faut faire campagne contre Macron, tout en se disant que demain, enfin plutôt lundi, une fois au Sénat,
on pourra éventuellement ouvrir à des alliances au cas par cas. Sur la révision constitutionnelle, je suis quand même un peu plus circonspect, tout bêtement parce que pour le coup, même si le Sénat, et pour le coup je suis absolument d'accord avec vous, c'était ma thèse, sur cette idée que le Sénat doit tenter d'exister comme institution pour arriver à affirmer sa légitimité, sur une réforme constitutionnelle, dans une période politique où justement le gouvernement est relativement impopulaire, il y aura une tentation de la part de la majorité sénatoriale de bloquer toute réforme quelle qu'elle soit. On a vu ça lors du dernier quinquennat. Gérard Courtois, si on revient à la recomposition politique et au reflet qu'il pourrait y avoir au Sénat dimanche soir, est-ce qu'on rappelle aussi qu'il faut seulement 10 parlementaires ici pour avoir un groupe? Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura de nouveaux groupes dans la sociologie du Sénat renouvelé? Vraisemblablement un groupe LR constructif, puisqu'ils ont l'intention de le constituer. Alors, une des questions qui se posent, il y a un aspect important quand même dans l'arithmétique préalable, c'est le nombre de sénateurs renouvelables dans chaque groupe. Un gros tiers chez les Républicains, une grosse moitié chez les socialistes, une petite moitié chez les centristes et la quasi-totalité chez les communistes. Donc, je veux dire, les enjeux sont très différents. Enfin, ils sont très différenciés selon les groupes. Et notamment pour les communistes, 16 communistes renouvelables sur 18, le risque est très grand. Et on entendait tout à l'heure Pierre Laurent, qui était extrêmement prudent dans ses pronostics sur la capacité du PC à maintenir un groupe sénatorial. Voilà, donc je pense que cette différence entre le taux de renouvelable dans chaque groupe donne plus ou moins de chances et à mon sens, protège davantage les Républicains qu'il ne les désavantage. Pascal Perrineau, il y a une réelle menace sur le groupe communiste, selon vous, au Sénat, qui pourrait disparaître? Bien sûr, comme vient de le dire Gérard Courtois, c'est le groupe le plus exposé. Le plus exposé du fait du taux de renouvellement, le plus exposé aussi parce que au sein même de ce qu'il représente. On voyait Pierre Laurent, c'était intéressant, parler de la France insoumise tout à l'heure. Mais il faut savoir que cette France insoumise, elle est très insoumise vis-à-vis du Parti communiste aussi. Et que donc c'est une famille qui est plus désunie qu'on veut bien le croire. On parle beaucoup de la désunion de la droite, de la désunion de la gauche, mais cette famille-là aussi n'est pas très unie. Donc c'est un groupe... Aucun candidat à la France insoumise au sénatorial, on le rappelle, puisque Jean-Luc Mélenchon veut supprimer le Sénat. Tout à fait. Et il faut savoir que sur cet ensemble de thématiques, pour cette famille de pensée, la tâche ne sera pas simple lors des sénatoriales de dimanche. Bonjour Barbara Kunz. Bonjour. Merci d'être aujourd'hui parmi nous pour nous expliquer un petit peu les enjeux de cette législative qui s'annonce donc pour ce dimanche en Allemagne. Angela Merkel, semble-t-il, vraisemblablement, va se faire élire pour un 4e mandat. C'est peut-être une victoire par chaos même qui s'annonce, enfin tout du moins c'est ce que les intentions de vote et les sondages prédisent. Comment expliquer cette incroyable longévité ? Je pense qu'elle a bien réussi ces 6 derniers mandats. L'Allemagne va bien économiquement, les gens se sentent bien. Et là, je pense que vraiment pour cette élection-là, elle a remercié le Brexit, le président Trump, Marine Le Pen, etc., qui ont vraiment montré aux Allemands ce qui peut se passer quand vraiment on décide de voter. C'est une forme de réassurance finalement. Angela Merkel, c'est entre guillemets le changement dans la continuité. C'est-à-dire que ça peut changer parce que la coalition peut changer, mais Angela Merkel est finalement en fait cette espèce de totem qu'on peut avoir en Allemagne. Voilà, c'est une sorte de garante de stabilité. Les gens veulent ça, les gens ont l'air d'aller bien, et donc du coup, pourquoi changer? C'est vraiment ça le ténor de sa campagne en ce moment. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Allemagne, cette volonté en fait de continuité. Est-ce à dire que les Allemands sont un peu inaptes au changement, même si le mot est un peu fort, frileux? Disons qu'il y a eu pas mal de changements assez conséquents en Allemagne ces dernières années. Donc les gens en sont peut-être un peu fatigués. Enfin, il y a eu la réunification, il y a eu la crise des réfugiés, il y a quand même eu des bouleversements. Le terrorisme aussi, mais aussi les réformes Hartz il y a quelques années. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de changement en Allemagne, mais là en ce moment on a plutôt l'impression que c'est dans le monde que ça va moins bien. Et donc au milieu, il y a Angela Merkel qui dit votez pour moi, je vous garantis de la stabilité. Elle a été désignée à 10 reprises femme la plus
plus puissantes du monde par le magazine Forbes, personnalité de l'année 2015 pour le Time. On voit aussi qu'elle est la personnalité la plus forte de l'Union européenne. Est-ce que c'est ça aussi, Angela Merkel, cette espèce de puissance, mais aussi cette très fine tacticienne qui fait que ça explique aujourd'hui qu'elle va donc briguer potentiellement, qu'elle va avoir ce 4e mandat et donc égaler son père en politique qui est Helmut Kohl. Fine tacticienne, très, très certainement, à tous les niveaux, si vous voulez, au niveau européen, certes, mais aussi au niveau national, voire au niveau de son parti, où elle a quand même réussi à se débarrasser de tous ses adversaires potentiels. Comment est-ce que vous la définiriez sur le plan politique? Vous disiez à l'instant qu'elle est fine tacticienne. C'est parce qu'elle réussit aussi à reprendre en fait à son crédit les projets en fait de ses adversaires politiques. C'est en tout cas ce qu'on lui reproche de faire, c'est-à-dire que normalement quand il y a un débat qui émerge en Allemagne, pendant très longtemps on ne sait pas ce qu'en pense la chancelière parce qu'elle se retient et ne se positionne pas. Et c'est qu'à la fin quand le débat est décidé, que souvent on la voit se positionner. Le dernier exemple est par exemple le mariage pour tous. Qui va entrer en vigueur le 1er octobre, je crois. Qui vient et qui a été annoncé comme ça, un peu la surprise générale juste avant l'été. Voilà, alors que c'était une revendication de la gauche, des Verts pendant des décennies vraiment, et que son parti s'y est toujours opposé. Et là... Idem pour la Turquie, qui selon elle, en fait, ne doit pas entrer dans l'Union européenne en l'état. Idem pour la sortie du nucléaire en Allemagne, donc c'était après Fukushima. Là, maintenant, la question, du coup, puisqu'il semblerait que ce soit évident qu'elle soit réélue pour un 4e mandat, c'est quelle coalition derrière? Quels sont vos pronostics? Comment est-ce qu'on pourrait imaginer le gouvernement de l'Allemagne de demain? Alors c'est là la grande question, parce qu'il ne faut pas oublier que pour se faire élire chancelière, elle a besoin d'une majorité au Parlement. C'est-à-dire que même si son parti gagne les élections, rien n'est gagné pour elle. Elle a besoin de partenaires de coalition. Et là, il y a plusieurs scénarios. Le premier, ce serait tout simplement de continuer la coalition actuelle avec les sociaux-démocrates. Porté par Martin Schulz, donc l'ancien président du Parlement européen. Porté par Martin Schulz. On verra ce qu'ils en disent, parce que il y a des voix aussi à l'intérieur des sociaux-démocrates qui disent si on refait ça encore une fois, ça sera la fin du parti. Après, la grande question, c'est parmi les autres partis qui restent, il y en a 4 qui sont beaucoup plus petits que les sociaux-démocrates, qui tournent tous autour de 10%. Donc là, déjà, la première question consistera à savoir est-ce que le CDU, donc le parti de Merkel, et un de ces petits partis, est-ce qu'ils auront la majorité au Parlement, ce qui aujourd'hui ne paraît pas très probable. Et donc il faudrait sans doute une coalition peut-être à 3 partis. Tripartite, ce qui serait inédit dans l'histoire allemande, c'est cela? En tout cas dans l'histoire récente de l'Allemagne. Donc parmi ces 4 petits partis dont j'ai parlé, il y en a 2 qu'on peut exclure d'office. L'extrême gauche et l'extrême droite ne feront certainement pas partie d'un... Donc Die Linke d'un côté et l'AfD de l'autre. Voilà. Qui ne peuvent pas du coup s'allier effectivement à la CDU d'Angela Merkel. Est-ce qu'on peut imaginer en fait une Allemagne gouvernable avec une association CDU-CSU, les libéraux et les Verts? Alors écoutez, ça se fait déjà dans un land depuis pas très longtemps, mais... ça semble marcher. Il faut savoir qu'en fait, la formation d'une coalition en Allemagne, c'est un processus qui vraiment prend des semaines, voire des mois. Donc il ne faut pas s'attendre à un gouvernement avant quoi, fin octobre? Même fin octobre me paraît... non, la dernière fois, les élections étaient au mois de septembre et le gouvernement était formé à la mi-décembre. D'accord. Parce qu'il faut négocier un accord entre les partis. C'est des accords qui font des centaines de pages. Donc vous voyez, c'est là en fait... C'est des accords de gouvernement, effectivement, extrêmement précis. Voilà, et c'est là que se jouent toutes ces négociations entre partis. L'avantage, c'est que, l'inconvénient, disons, c'est que ça prend du temps. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a négocié cet accord, c'est stable. Il y a un programme de gouvernement pour... Contrairement à ce qu'on peut voir aux Pays-Bas ou alors en Belgique, notamment. Voilà. Emmanuel Macron a prévu de s'exprimer sur les grands dossiers européens mardi 26. Alors, la date n'est pas encore confirmée. Afin, justement, selon l'Élysée, de faire des propositions, de peser dans le débat allemand et donc sur la constitution de cet accord de gouvernement que vous évoquiez à l'instant. Est-ce que c'est totalement inédit comme procédé ? Alors oui, je pense déjà que le calendrier français et le calendrier allemand collent de cette manière. C'est voulu par l'Élysée. L'idée, c'est de peser sur les négociations allemandes. Oui, c'est certainement voulu. Alors je pense qu'on est un peu plus sceptique à Berlin parce qu'en fait, ça va trop vite pour le calendrier allemand parce que mardi, on aura un résultat des élections, mais on ne saura sans doute pas qui va gouverner avec qui. Et
Bon, mais c'est sûr qu'après, parmi tous ces partenaires possibles de coalition pour Mme Merkel, il y en a qui sont plus Macron compatibles que d'autres, pour le formuler ainsi. Et même parmi les collègues de Mme Merkel au sein même de son propre parti... Oui, Wolfgang Schäuble potentiellement n'est pas très Macron compatible. Alors qu'il a dit qu'il souhaiterait continuer. Wolfgang Schäuble, qui est ministre de l'économie et des finances. Est-ce à dire que les relations franco-allemandes vont aussi évoluer dans le cadre de cette nouvelle coalition ? Ça, j'en suis persuadée. Ouais. Jusqu'à présent, c'était plus le soulagement. On a Macron à Paris, donc on va pouvoir faire des choses. Avec un leadership qui semble s'installer. Un leadership qui semble s'installer. Maintenant, c'est peut-être déjà la crainte qu'il y ait trop de leadership français et pas vraiment un leadership franco-allemand qu'on espérait retrouver. Bon, ça c'est normal, c'est toujours comme ça au sein du couple franco-allemand. Mais voilà, je pense qu'on va quand même voir quelques discussions entre Paris et Berlin dans les mois et les années à venir sur les points spécifiques des propositions. Des propositions d'Emmanuel Macron. Est-ce à dire que dans les relations franco-allemandes, donc à l'avenir, Angela Merkel, qui a ces derniers temps fait montre de beaucoup de clémence, de bienveillance vis-à-vis d'Emmanuel Macron, peut rééquilibrer et reprendre un petit peu de ce leadership qu'elle avait historiquement et qu'elle a peut-être un petit peu abandonné durant cette campagne ? Oui, très certainement. Et puis, je pense que la France et l'Allemagne vont retrouver leur rôle de moteur. Bon, ça fait longtemps qu'on parle du moteur franco-allemand, mais aussi cette fonction d'être le laboratoire où l'on trouve le compromis européen pour concilier le Sud et le Nord et les différentes perspectives sur les grands dossiers. Ça, je pense qu'on va le voir davantage dans les années à venir.